dans son ouvrage intitulé De la solidarité, évoque justement ce concept du solidarisme. Quelle est la différence justement entre le solidarisme prononcé ou pensé par Bourgeois et celui que Bitioka nous enseigne aujourd'hui, j'ai envie de dire un peu plus de 110 ans plus tard? Oui, comme je vous ai dit, c'était un solidarisme social. C'était de dire qu'il y a une interdépendance entre les individus. À partir de ce moment, quelqu'un, par exemple, qui s'enrichit, qui a ouvert un magasin et qui vend, mais il vend parce qu'il y a d'autres personnes. Donc, il ne peut pas dire que les autres qui achètent sont plus feignants que lui. Donc, à partir de ce moment, on dit vous êtes liés. Et si, par exemple, je prends un exemple, quelqu'un tombe dans la rue et qu'il pourrit là, qu'il meurt et qu'il pourrit, ben, il va importuner l'ensemble de la population. À partir de ce moment, il y a une nécessaire action à mener vis-à-vis des gens qui sont plus ou moins défavorisés. Et donc, on a mis en place un certain nombre d'aspects sociaux qui ont fait que c'est ça qui a peut-être sauvé l'Europe du communisme. Parce qu'avec ça, ça a permis donc que la richesse puisse côtoyer, n'est-ce pas, pas la pauvreté, mais un certain bien-être général. Et donc, voilà cette troisième voie et qui est plus ou moins à la base de l'État social, notamment en France. Comment percevez-vous le développement économique aujourd'hui, puisque c'est de ça qu'il est question dans cet ouvrage? Quels sont les différents problèmes qui existent justement aujourd'hui et dont il est important de relever? Alors, dans les différents problèmes, vous avez déjà ce qu'on peut appeler le sous-développement, c'est-à-dire qu'un développement insuffisant, hein, ou alors contrarié. Parce que le développement, c'est la capacité à produire suffisamment de biens et services pour assurer le bien-être de sa propre population. La capacité de transformer la nature à sa guise et à sa volonté. Maintenant, donc, vous allez voir que le problème du développement, c'est l'incapacité à arriver à cela. Parce que quand vous êtes dans une société normale, tout le monde a droit au travail. C'est un droit, ce n'est pas un devoir, c'est d'abord un droit. Donc, la société doit être capable de vous donner un travail. Or, le chômage est un problème du développement. Donc, quand vous êtes dans un pays, il y a le chômage. Lorsque vous entrez en récession, parce que vous savez que le capitalisme génère des crises cycliques. Donc, à un moment donné, vous entrez en récession, en crise, des entreprises tombent en faillite, des gens s'appauvrissent, des gens rentrent dans la misère. Et donc, là, vous avez encore un autre problème du développement. Maintenant, vous pouvez avoir des problèmes, j'allais dire, de sous-développement. Donc, la société de consommation peut créer des travers. Hein, vous avez des problèmes comme les équilibres de balance de paiement sur le plan économique. Vous pouvez avoir des problèmes de liberté et de droits de l'homme. Ça, c'est un problème. C'est-à-dire lorsque les populations ne se sentent pas bien, lorsque les populations ne se sentent pas, ne s'épanouissent pas, comme dans les pays comme en Corée du Nord, on peut parler d'un problème de développement. Et là, on entre dans la dimension du développement humain. C'est peut-être pas ça que nous voulons aborder, le développement humain et ses problèmes, mais nous restons dans le développement. Les problèmes d'immigration sont aujourd'hui les problèmes auxquels font face les sociétés occidentales. Les problèmes liés à la grande au terrorisme, c'est des problèmes qui sont liés au développement, parce que c'est souvent des gens qui sont pauvres, qui vivent dans la misère dans certaines parties du monde, ou qui sont exploités, qui se révoltent et essayent justement d'agir contre, n'est-ce pas, les puissances de l'argent dans d'autres pays. Comment est-ce qu'on peut, hein, à travers le solidarisme justement, faire pour assurer cet équilibre, même individuel ou collectif, dans ce pays? Alors, le solidarisme, comme vous le savez, c'est une synthèse, n'est-ce pas, de différents systèmes. Déjà une synthèse du capitalisme, parce qu'il y a des bons points dans le capitalisme, dans le libéralisme. Il y a des bons points dans le socialisme. Il y a des bons points dans d'autres systèmes, dans le système africain de communautarisme. Il y a des bons points. Et donc, c'est de dire que quel est le bon point du libéralisme? C'est le marché. L'allocation des ressources, n'est-ce pas, une allocation optimale des ressources passe par la compétition, par le jeu du marché. Le jeu du marché, parce qu'il est libre, parce qu'il est compétitif, permet de donner, permet que chacun se retrouve à sa juste place. C'est-à-dire, si on veut recruter des journalistes
à Vox Africa, on fait un concours. Les meilleurs passent. Ceux qui ne passent pas ici vont aller dans des radios peut-être du quartier et ceux qui n'auront même pas pu aller là-bas vont se reconvertir dans autre chose. Donc, ils vont reprendre peut-être leur formation aussi. Ils vont reprendre leur formation peut-être pour aller se mettre là où ils sont mieux adaptés. Donc, le marché permet une allocation optimale des ressources. Maintenant, le marché ne fait pas tout. Parce qu'il y a des situations sur lesquelles vous ne pouvez pas mettre vraiment de la compétition. Alors, à partir de ce moment-là, vous allez entrer dans ce qu'on va appeler le keynésianisme. Le keynésianisme, c'est cet économiste qui a dit que le marché ne fait pas tout. Il faut que l'État intervienne. Il faut que l'État, en investissant, corrige les dysfonctionnements. Que l'État redistribue, n'est-ce pas, par des transferts, les richesses qui ont été trop accumulées dans un endroit pour créer de l'équilibre. Mais même le keynésianisme, on l'a vu à un moment donné, n'a pas pu apporter des solutions. Et on s'est retrouvé avec ce qu'on appelait la stagflation. C'est-à-dire qu'on se disait que en faisant des déficits publics, des politiques publiques, on crée de l'emploi, mais en créant de l'inflation. Mais on s'est retrouvé à un moment où il y avait et l'inflation et l'absence de croissance. À partir de ce moment-là, on s'est rendu compte que le système s'est essoufflé à ce niveau. Et donc, c'est pour ça qu'après cela, il y a ce qu'on appelle la planification. Ça, c'est ce qu'on emprunte aux communistes. Tous les pays du monde planifient. Tous les pays du monde, aux États-Unis, partout. C'est pourquoi vous verrez toujours les chefs d'État accompagner les opérateurs privés. Lorsqu'on lance un programme d'armement, il est hors de question que, par exemple, une ressource rare, le coltan qui se trouve au Congo démocratique, qu'un président vienne décider de nationaliser ça. Il va créer un problème sur toute l'industrie américaine. Donc, à partir de ce moment, l'État s'implique militairement, n'est-ce pas, dans les endroits où elle estime que les intérêts stratégiques de son industrie sont en jeu. Comme l'a dit John Kenneth Galbraith, qui est un économiste américain, il a dit qu'on ne peut pas permettre, avec le volume des enjeux économiques, permettre que le marché soit libre. Donc le marché est planifié. On va prendre une petite pause, on va découvrir le clin d'œil de notre semaine et on va se retrouver juste derrière pour la deuxième partie de cette émission, toujours avec notre auteur Francis Bitioka. A tout de suite.